Dans les mots d'Henry Ford, si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la réalité du fonctionnement du système bancaire et découvrir ensemble comment ils influencent nos vies quotidiennes. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car je vais vous donner quelques astuces pour profiter de ce système qui est presque garanti de vous garder dans la matrice. Sans plus tarder, plongeons directement dans le fonctionnement des banques modernes. Les origines des banques remontent à l'Antiquité, où des systèmes de prêts et d'emprunts existaient déjà. Par contre, les premières formes de banques telles que nous les connaissons aujourd'hui ont émergé au Moyen Âge, principalement en Europe. Au cours de cette période, les changeurs, qui effectuaient des transactions de change en différentes monnaies, ont progressivement commencé à offrir des services de dépôt sécurisés autant pour les marchands que les voyageurs. Sans oublier les orfèvres, qui détenaient des coffres pour stocker des métaux précieux et ont commencé à proposer des reçus certifiés pour ces dépôts qui pourraient être utilisés comme instrument de paiement. Ces reçus, souvent appelés lettres de change ou billets à ordre, étaient essentiellement des certificats de dépôt qui pouvaient être échangés pour de la monnaie ou utilisés pour réaliser des transactions financières sans transporter des métaux précieux. Au cours de la Renaissance, ces activités se sont développées pour inclure des services plus sophistiqués, tels que l'émission de lettres de crédit, le financement de voyages maritimes et surtout les prêts à intérêt. Les banquiers italiens, comme les Medici, ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de ces pratiques financières. Issues de nouvelles pratiques, les premières banques centrales ont été créées, parmi lesquelles la Banque d'Amsterdam et la Banque d'Angleterre, dont les buts sont de faciliter les transactions financières, contrôler la monnaie et accorder des prêts au gouvernement. L'invention de la machine à vapeur, qui commence l'ère de l'industrialisation et des grandes entreprises, a propulsé les banques vers de nouveaux horizons. Elles ont commencé à offrir des services plus diversifiés, comme des prêts à grande échelle pour soutenir l'industrialisation, la gestion des dépôts et des comptes courants autant pour les individus que pour les entreprises. Les transports à vapeur, en particulier les bateaux à vapeur et les chemins de fer, reliaient différentes régions, ce qui a facilité la circulation mondiale des biens et des ressources, contribuant ainsi à l'intégration des économies à l'échelle mondiale. Au fil du temps, grâce à la globalisation résultant de la croissance des économies mondiales et à l'émergence des technologies financières avancées, les banques ont une fois de plus ajusté leur stratégie pour s'adapter aux nouveaux marchés. Les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les investissements, la gestion du patrimoine et les opérations sur les marchés financiers sont devenus leurs nouvelles pratiques. Bien que l'or ait été utilisé comme monnaie depuis des milliers d'années, l'étalon or était un système financier où la valeur de la monnaie d'un pays était directement liée à une quantité fixe d'or. Autrement dit, chaque unité monétaire avait pour garantie une réserve d'or sous la garde de l'État ou de la Banque centrale et pouvait être échangée pour cette quantité d'or à un taux fixe. L'étalon or a apparu en 1871 suite à son adoption par l'Allemagne. Au début du 20e siècle, la majorité des nations développées avaient adopté ce système. Bizarrement, les États-Unis étaient parmi les derniers pays à rejoindre l'International Gold Standard. Les économies mondiales affrontaient plusieurs problèmes avec le système de l'étalon or, mais commençons d'abord par examiner ses aspects positifs. Ce système offrait une stabilité monétaire en limitant la quantité de monnaie en circulation. La valeur de la monnaie était directement liée à une quantité fixe d'or, ce qui limitait l'inflation et fournissait une base solide pour les transactions économiques. Comparé à la monnaie fiduciaire qui peut être imprimée à volonté par les banques centrales et créée à partir de rien par les banques commerciales. Mais gardez cette idée en tête, je vais y revenir plus tard. La convertibilité directe en or renforçait la confiance dans la monnaie. Les détenteurs de monnaie pouvaient échanger leurs billets contre de l'or, ce qui assurait une certaine garantie de la valeur et réduisait les craintes de dévaluation arbitraire de la monnaie. Les taux de change fixes entre les différentes monnaies contribuaient à la stabilité des échanges internationaux. Les pays participant à l'étalon or maintenaient des taux de change fixes, facilitant ainsi le commerce et les investissements transfrontaliers. Étant donné que la quantité d'argent en circulation était liée à la quantité d'or détenue par un pays, l'étalon or imposait une certaine discipline financière au gouvernement. Ce système limitait leur capacité à imprimer de l'argent sans réserve, ce qui pouvait freiner les tensions inflationnistes. Bien que l'étalon or n'était pas officiellement suspendu, il était en veille pendant la Première Guerre mondiale, illustrant ainsi son incapacité à résister aussi bien en période propice qu'adverse. Effectivement, pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs pays étaient d'accord de la nécessité d'un système monétaire plus flexible pour fonder l'économie mondiale. La rigidité économique était l'un des principaux désavantages de l'étalon or auquel s'opposaient les chefs d'État. Les banques centrales n'aimaient pas du tout le fait que l'étalon or limitait leur capacité à ajuster la masse monétaire en réponse aux conditions économiques changeantes.
En d'autres mots, les banques centrales étaient mécontentes de ne pas avoir le pouvoir sur les ralentissements économiques car elles ne pouvaient pas aisément injecter plus d'argent dans l'économie en période de crise pour résoudre la situation à court terme sans prendre en considération la valeur de la monnaie à long terme. Et finalement, la stabilité de l'étalon or reposait sur la découverte de nouvelles réserves d'or. Si les découvertes d'or étaient insuffisantes pour suivre la croissance économique, cela pouvait entraîner une pénurie de monnaie, engendrant des pressions déflationnistes. Au cours du 20e siècle, de nombreux pays ont abandonné l'étalon or en faveur de systèmes monétaires plus flexibles, tels que le système de change flottant ou les systèmes de change fixe ajustables. En 1971, les États-Unis ont officiellement mis fin à la convertibilité du dollar en or, mettant fin à l'accord de Bretton Woods et marquant la fin du International Gold Standard. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Les banques sont des institutions financières complexes qui jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale. Leur fonctionnement détaillé implique plusieurs activités interconnectées. Les banques commencent par collecter les dépôts des clients. Ces dépôts peuvent prendre la forme de comptes courants, d'épargne ou de certificats de dépôt. Les clients déposent leur argent en échange d'un petit intérêt et de la possibilité d'accéder facilement à leurs fonds. Cependant, les banques n'ont pas acquis leur statut parmi les institutions les plus puissantes du monde en simplement conservant votre argent. En réalité, la grande majorité des fonds déposés est prêtée à des emprunteurs, qu'il s'agisse des entreprises cherchant à financer leurs opérations ou des particuliers désirant acheter une maison à des taux d'intérêt plus élevés que ceux proposés pour les dépôts. Les banques sont souvent tenues de maintenir des réserves obligatoires auprès de la Banque centrale pour garantir une stabilité financière et contrôler la quantité d'argent en circulation. Ce concept s'appelle le système de réserve fractionnaire. Il permet aux banques de prêter une partie des dépôts tout en maintenant une fraction comme réserve de sécurité. Supposons que les taux de réserve obligatoires sont de 10%. Dans ce cas, les banques sont tenues de conserver 10% de réserve fractionnaire et peuvent prêter 90% des dépôts reçus. Ce système permet aux banques de créer de la monnaie, puisque lorsqu'un prêt est accordé, l'argent devient un nouveau dépôt dans le système bancaire, permettant ainsi de nouveaux prêts à être octroyés à partir de ce nouveau dépôt. En conséquence, de nouveaux fonds sont créés à partir de nouveaux prêts. La création de monnaie par le système de réserve fractionnaire a des répercussions sur l'économie d'un pays. Une augmentation des prêts accordés peut stimuler l'activité économique, mais elle peut également conduire à une inflation si elle est excessive. A l'inverse, une réduction drastique de ces prêts peut limiter l'expansion économique, ce qui peut causer une récession. En 2008, des banques telles que Lehman Brothers accordaient des prêts hypothécaires à presque tous ceux cherchant à acheter une maison, même à des emprunteurs peu solvables sans correctement vérifier leur capacité de remboursement. Cette pratique a exposé la banque à un risque extrêmement élevé. L'éclatement de la bulle immobilière a été inévitable, entraînant une chute drastique des prix des logements et des défauts de paiement sur les prêts hypothécaires. Cette situation a déclenché l'effondrement du marché immobilier aux États-Unis et même dans une partie de l'Europe, causant une chute des valeurs boursières. En effet, les banques sont contraintes de porter une attention particulière à la gestion des risques. Ceci englobe l'évaluation des risques de crédit, de marché, ainsi que la mise en place de mécanismes visant à atténuer ces risques. En réalité, les banques ne sont pas orientées vers vos intérêts personnels. Leurs priorités ne sont pas de vous assister dans l'atteinte de votre indépendance financière, d'obtenir les meilleures offres ou de résoudre vos problèmes d'argent. Comme toute autre entreprise, les banques doivent satisfaire leurs actionnaires et réaliser des bénéfices chaque trimestre. En conséquence, elles agissent dans leur propre intérêt en vous proposant des produits et des services qui les favorisent, et non vous. Parfois, vos intérêts peuvent correspondre aux leurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, chaque recommandation émise par une banque ne signifie pas nécessairement que le conseil offert par un employé bien habillé et aimable soit la meilleure option pour vous. D'ailleurs, chaque employé suit une formation pour apprendre à vous persuader d'acheter leur service avant même de vous le présenter. Il est donc essentiel de prendre du recul et de réfléchir de façon indépendante. Assurez-vous de toujours comparer les taux et les offres avec d'autres banques et surtout, ne vous laissez pas influencer par la courtoisie car cela peut vous coûter très cher sur le long terme. Certains ressentent une frustration envers les banques en raison de leurs taux très bas. Actuellement, obtenir un rendement annuel de près d'1% en plaçant de l'argent dans un compte épargne est quasiment impossible. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, prêter de l'argent et en retirer des intérêts était un moyen de générer un revenu passif. Ce qui n'est plus le cas car l'argent actuel ne possède aucune valeur et peut être imprimé à volonté par les banques centrales. Alors, plutôt que de considérer les banques comme des outils d'investissement, voyez-les comme des institutions pour gérer votre argent.
Si vous insistez vraiment à conserver votre argent dans une banque, pensez à investir dans leurs actions. Par exemple, société BNP Paribas offre un taux de dividende de 6,41%. C'est bien plus élevé que le rendement annuel sur une somme déposée dans un compte d'épargne. Finalement, il est essentiel d'exploiter les ressources bancaires pour s'enrichir. Grâce à divers prêts comme les prêts hypothécaires, il est possible d'investir dans des biens immobiliers et de générer un revenu en utilisant seulement une fraction de ses propres fonds. Le processus commence par l'obtention d'un prêt auprès d'une banque ou d'un prêteur hypothécaire sécurisé par le bien acquis. Habituellement, une partie du prix est couverte par vos propres fonds, généralement entre 5 et 20% du montant total, le reste étant pris en charge par le prêt hypothécaire. Une fois la propriété acquise, plusieurs options s'offrent à vous. La location, la rénovation pour une revente rentable ou d'autres stratégies visant à générer des revenus. Historiquement, la valeur des biens immobiliers a augmenté avec le temps, contribuant à l'augmentation de la valeur nette de votre investissement. De plus, certains pays accordent des avantages fiscaux aux investisseurs immobiliers, tels que des déductions pour les intérêts hypothécaires et les réductions d'impôts sur les frais de gestion et d'entretien. Évidemment, ce processus peut être répété indéfiniment et environ 90% des millionnaires attribuent une partie de leur richesse aux investissements immobiliers. Il est évident que cette structure complexe a un impact considérable sur nos vies, bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Donc, comprendre ces mécanismes peut nous aider à prendre des décisions financières plus éclairées. De l'époque médiévale jusqu'à l'abandon de l'étalon or pour le système de réserve fractionnaire qui a dépouillé le dollar, l'euro, le livre sterling et toute autre monnaie de leur valeur, la compréhension du système bancaire est essentielle pour tous ceux qui ambitionnent atteindre l'indépendance financière. Avant de partir, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et bien sûr, continuez à explorer le monde des finances en vous abonnant à la chaîne.